Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission Générique. Qu'est-ce que l'urinothérapie? C'est une excellente question et merci de commencer par ça. La frange la plus marginale de la complosphère, la plus éclatée. Les cimes de la crédulité. C'est vraiment une petite théorie du complot, c'est assez mal construit. Les choses sont extrêmement claires. Tout ce qu'on nous dit est faux. Au départ, c'est une loge maçonnique. D'accord. Unvaxxed sperm. N'allez pas vous faire vacciner, vous allez mourir. Le mec, il a bac plus 14. On me dit le fact-checking, ça sert à rien. Je l'avais pas vu comme ça, ouais. Peu importe le réchauffement climatique du moment qu'on a la clim. Oui, c'est intéressant. Il y a aucun doute. Non, non et non. Vous allez pas être content. Vous le savez, chaque numéro des Déconspirateurs est l'occasion pour Rudy, Tristan et moi de nous plonger dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Alors depuis la dernière fois que nous nous sommes réunis tous les trois, il y a plein de sujets qui ont émergé dans la complosphère et le premier d'entre eux, qui est une sorte de marronnier maintenant de la complosphère, c'est le climato-complotisme qui est sous stéroïdes, on peut le dire. Un rapport de Climate Action Against Disinformation, qui est une coalition de différentes entités autour de la désinformation autour du climat, a chiffré que la désinformation liée à la COP 30 entre juillet et septembre avait augmenté de 267%. Tristan, est-ce que tu as vu d'autres choses qui ont émergé autour de la COP 30? Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, à chaque COP, il y a une sorte de revival de la complosphère climato-sceptique ou climato-complotiste, qui en fait vont profiter de la couverture médiatique, soit qui vont profiter, soit ils surfent sur la couverture médiatique pour évidemment pousser leur propre narratif. Et ce qui est assez fascinant, c'est que à chaque COP reviennent les mêmes, en partie les mêmes théories complotistes qui renaissent ou qui trouvent de l'oxygène soudainement. Et donc là, on a des revivals assez déroutants, encore une fois, des théories les plus claquées autour du climat, qui va alors évidemment de la remise en cause de la réalité du réchauffement climatique anthropique, lié aux humains. Ça, c'est pour la version soft, si on veut. Mais il y a évidemment tout le versant complotiste sur le fait que tout ça est soit n'existe pas, est un programme mondial qui est en fait liberticide, qui viserait en fait à imposer une sorte de contrôle social avec un prétexte d'un changement climatique. En gros, un peu le même, ce qu'on avait connu avec le Covid. Le Covid, ouais. C'est l'idée qu'on nous invente quelque chose pour mettre une soupape de sécurité sur... Et pour plus nous contrôler, quoi. Pour nous contrôler, le fameux contrôle social, la dictature climatique qui fait écho d'ailleurs à la dictature sanitaire bien sûr, à l'époque. Mais on a aussi, et ça on l'a vu d'ailleurs renaître de ses cendres d'ailleurs ces dernières années, toutes les théories autour des chemtrails, qui franchement étaient quand même dans la marginalité de la complosphère planétaire. C'est même une sorte de running gag. Oui, c'est ça, bien sûr. On l'observe un peu, franchement. C'est souvent des profils de gens qui sont quand même bien radicalisés dans la complosphère, et assez marginaux. Et assez marginaux, c'est-à-dire qu'effectivement quand on d'ailleurs quand on le relaye, souvent des vidéos de gens qui filment le ciel avec 2-3 rayons, c'est souvent c'est pas des gens qui vraiment ont étudié le sujet, c'est pas des scientifiques clairement, et puis c'est des gens qui sont même perçus, je pense, qui étaient perçus, je pense, comme des gens assez marginaux, même au sein de la complosphère, disons, plus mainstream, si on peut employer ce terme-là. C'est plus le cas aujourd'hui. Ces théories, alors pourquoi est-ce qu'on parle des chemtrails? C'est un rapport avec le climat. Parce que je vais quand même faire le lien. C'est que derrière l'idée des chemtrails, il y a cette volonté de maîtriser, de transformer, de travailler le climat avec des produits chimiques qu'on cacherait à la population, qu'on répandrait sur la population sans qu'elle le sache, avec des programmes secrets. Et là, c'est à l'avenant qui doit soit empoisonner la population, soit envoie des produits psychotropes, soit envoie des produits... bref, c'est à l'avenant. Ou pour changer le climat. Avec la main de Big Pharma derrière, parce que évidemment, c'est pour aussi vendre des médicaments. Mais pas systématiquement. Franchement, il y a plusieurs branches. Il y a vraiment plusieurs familles là-dessus qui viennent de narratifs, qui viennent se coller un peu à tout ça. Mais évidemment, c'est lié au climat, parce qu'il y a l'idée que, quelque part, avec les chemtrails, donc l'État profond, les globalistes, l'armée américaine, cherchent l'OTAN, ou l'OTAN parfois aussi, cherchent à maîtriser, contrôler le climat pour des raisons obscures, encore une fois, qui varient en fonction des narratifs qui sont poussés derrière.
Je dis que ça se mainstreamise. Pourquoi ? Parce que il se trouve que là, il y a quelques jours, il y a Tucker Carlson, connais bien dont ici, on va beaucoup parler dans cette émission. Tucker Carlson qui est devenu un média à lui tout seul, mais vraiment un vrai média, avec une puissance de visibilité qui franchement équivaut à un média international aujourd'hui, et qui a invité un climato-complotiste, je crois qu'on peut dire ça comme ça, et qui l'a propulsé avec des millions et des millions de vues, avec des théories qui vont alors en gros que l'intervenant explique que la vraie menace climatique, en fait, c'est les programmes secrets militaires d'épandage de chemtrails. Donc s'il y a un vrai problème climatique, ça n'est que ça. Et puis il explique aussi, il suggère aussi que les ouragans seraient pilotés par l'armée US, ou ce fameux programme HAARP de recherche, H-A-A-R-P, qui est aussi une ancienne dans la complosphère internationale, qui imagine que c'est quelque chose qui pilote, encore une fois, les séismes, les ouragans, pourquoi pas les tsunamis, c'est encore une fois à l'avenant. Mais il l'a propulsé, Tucker Carlson, et donc là, c'est un tuyau qui là va se dispatcher sur une grosse partie de l'audience conservatrice américaine et internationale. Donc là, il lui donne une assise, en tout cas de visibilité, qui est absolument folle. Là, on n'est plus sur les franges vraiment marginales de je me filme dans mon jardin, je filme le ciel, il y a 2-3 traits, je dis ah mon Dieu, le ciel a changé, qu'est-ce qui se passe, les chemtrails, à un tuyau, une tuyauterie qui elle est absolument folle. Et c'est comme ça qu'on explique peut-être, Rudy, l'arrivée de ce climato-scepticisme, voire ce climato-complotisme sur les médias mainstream et les médias traditionnels. C'est parce que finalement, ça sort des marges, ça rentre dans les mouvements conservateurs, et finalement ça arrive justement dans les médias traditionnels. C'est un circuit qui est bien connu. On a fait un papier, tu as signé un papier, j'ai signé un papier l'été dernier là-dessus, sur la base d'un rapport qui montrait que tous les médias sont pas égaux en matière de désinformation climatique. Il y a des médias qui vont plus loin, qui en font plus. C'est le cas de Sud Radio et de CNews notamment. Bien sûr, tout à fait. Et je crois que c'était assez bien montré dans l'article que tu avais signé. En fait, le circuit est connu, c'est-à-dire qu'on a des théories qui infusent dans les marges et qui, à un moment, trouvent un moyen de toucher un plus large public lorsqu'elles sont reprises par des médias plus prescripteurs. CNews, Sud Radio font partie de ces médias prescripteurs. C'est pas connoté complotiste ou extrême droite, comme les radios courtoisie, ligne droite, Toxin, Tucker Carlson aux États-Unis. Tucker Carlson ou Géopolitique Profonde TV. Tucker Carlson, je suis en train de regarder, c'est 16,77 millions de followers sur X. C'est absolument considérable, et de mémoire, c'est au moins 3 fois ou 4 fois ce qu'il avait quand il a quitté Fox News, quand il a été licencié de Fox News. Il faut rappeler aux auditeurs que c'était un présentateur vedette de Fox News, c'est-à-dire vraiment l'étendard du groupe Murdoch aux États-Unis. Tu parlais de HAARP à l'instant. Le mois dernier, Géopolitique Profonde a découvert HAARP. C'est assez rigolo parce que nous, HAARP, on a fait une longue enquête sur le sujet en 2011 déjà, et tous les médias français ont parlé de HAARP. C'est un sujet qui est bien référencé dans les médias, mais tout d'un coup, on avait Mike Borowski sur Géopolitique Profonde qui dit « Ah, mais ça y est, une enquête sur HAARP ». Il a fait venir le patron, l'animateur du magazine complotiste Nexus, et qui s'est basé sur quelqu'un qui s'appelle Patrick Passin, qui est présenté comme quelqu'un qui serait un expert sur le sujet. Pas du tout. Patrick Passin, qui est venu sur le plateau de Géopolitique Profonde pour parler de HAARP, c'est un éditeur complotiste depuis très longtemps, parce que c'est celui qui avait les éditions Carnot, c'est lui qui en 2002 avait édité L'effroyable imposture, la première édition de L'effroyable imposture, le livre de Thierry Messon expliquant qu'aucun avion s'est écrasé sur le Pentagone le 11 septembre, notamment. Mais avant ça, Patrick Passin, il avait publié des livres disant que l'alunissage est un faux, que Lady Di n'était pas morte comme on l'avait dit, sur les ovnis, enfin voilà. Donc c'est
intéressant de voir comment, un quart de siècle plus tard, on recycle encore même des personnalités qui ont une petite notoriété il y a 20 ou 25 ans sur ARP. Voilà, alors toujours sur les chemtrails, là il se trouve que j'ai découvert, grâce à des commentaires de gens qui m'apprécient peu sur Twitter mais qui cherchent à m'éduquer, lorsque je parlais effectivement des chemtrails, où j'ai relayé différentes informations sur les chemtrails, il y a quelqu'un qui m'a alerté sur la sortie toute récente sur Prime Video d'un documentaire qui s'appelle Climate Trails, qui fait donc le mix entre climate change là, il y a un effort au niveau de la titraille quand même. Et qui évidemment sort, en tout cas, c'est quelque chose qui apparemment était, le documentaire est apparu je crois il y a 1 ou 2 mois, mais il vient d'être diffusé sur Prime Video depuis quelques jours maintenant, ou quelques semaines à peine. Évidemment, à l'aube, évidemment que le plan com de la sortie de ce documentaire, c'est le COP30. Évidemment, c'est d'être là, et d'être présent et d'être visible. Donc, ce qui est quand même notable de voir que Prime Video, ce genre de support, distribue des documentaires, évidemment, qui sont portés sur ces thématiques-là et qui vont probablement bien marcher. Je pense que c'est ce qui est assez désolant, et on le voit notamment sur le terrain des bouquins. Lorsqu'on va sur le site de la FNAC et qu'on tape climat, eh bien on a pas mal de bouquins climato-sceptiques, voire climato-complotistes, qui remontent, poussés par les algorithmes, qui ne sont pas forcément les bouquins les plus vendus, mais en tout cas qui profitent d'un écosystème. C'est le même qui effet que sur les vaccins. C'est exactement la même chose. Et ce qui est quand même assez déroutant, parce que, enfin pas déroutant, mais ce qui est évidemment problématique, parce qu'évidemment ces bouquins ne représentent pas le consensus scientifique, évidemment, sur ces différentes questions, et notamment sur le climat. Je rappelle juste que 87% de la population mondiale soutient les politiques climatiques. Ça, c'est un sondage de 2024. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des gens de la planète sont conscients de la problématique. Tous les consensus scientifique planétaire est d'accord sur le sujet. Et pourtant, le bruit en ligne, l'effervescence en ligne, elle est vraisemblablement, la dynamique est sur ces franges les plus marginales. Mais il y a aussi une exploitation politique de ça. Évidemment. Alors ça, c'était peut-être un petit point, et je te laisse parler là-dessus, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs types d'acteurs qui sont plus ou moins délétères et qui n'ont pas la même hiérarchie de dangerosité, entre guillemets, qui viennent pousser leur narratif. Évidemment, d'abord le big carbone, entre guillemets, donc c'est dans toutes les industries fossiles qui, elles, vont pousser un narratif qui est plutôt sceptique, ou qui vont essayer de remettre en cause, disons, les choix politiques, qui peuvent être discutés d'ailleurs, face au changement climatique. Il y a des priorités parfois. Est-ce que le social n'est pas plus important que l'écologique, ou je sais pas quoi. Bref, c'est un débat qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le mien en tout cas, et je laisse les gens discuter de ça. Mais eux participent évidemment à soutenir des voix discordantes ou hétérodoxes sur le consensus scientifique, pour être poli. Et on a aussi évidemment les big tech, qui elles aussi avec le technosolutionnisme un peu sur le climat, avec l'idée que finalement on va trouver des solutions grâce à la technologie et à la science, quoi. Il y a un peu ça. Oui, alors il y a ça, puis il y a aussi les big tech, simplement les réseaux sociaux, qui eux sont aussi une opportunité pour ces franges un peu marginales de s'exprimer. Et dernière chose, évidemment, on a la première puissance planétaire. Et Trump, qui évidemment lui a porté comme jamais, évidemment, que ce soit au sein de l'enceinte des Nations Unies, en parlant d'arnaque climatique. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, il n'y a pas de leader de régime autoritaire qui parle du climat comme Trump en parle. De manière aussi décomplexé en matière de climato-scepticisme. Oui, je crois qu'il doit y avoir une sorte de pression quand même sociale globale, une sorte de pression où même les régimes un peu autoritaires, je sais pas, est-ce qu'on a entendu Poutine s'exprimer clairement là-dessus? Je sais pas. Je crois pas. Peut-être pas. Donc il doit avoir une sorte de réserve en se disant un sujet sur lequel je vais pas trop plonger, même si là-dessus j'ai quand même l'impression que on en avait discuté hors antenne, mais j'ai quand même l'impression que tout dirigeant populiste aura tendance plutôt à essayer de caresser dans le sens du poil les discours climato-sceptiques, en sachant climato-rassuristes, en tout cas. Au meilleur des cas, disons climato-rassuristes, parce qu'ils savent, je pense, qu'une partie de leur base est portée vraiment par ce discours. Mais pour revenir juste aux États-Unis, évidemment, ça c'est le truc le plus fort, le plus puissant. S'il y a un coup butoir sur cette question-là au niveau planétaire, c'est les États-Unis qui en sont le premier porteur, le premier véhicule, simplement parce qu'ils sont les premières puissances planétaires. Et donc ce n'est pas que Trump qui est
totalement climato-complotiste. Je le rappelle à chaque fois, en 2011-2012, il tweet, alors qu'il n'est même pas encore élu, le fait que cette arnaque climatique est une invention des Chinois pour nuire à l'industrie américaine. Et il l'a répété peu ou prou les mêmes mots à la tribune de l'ONU il y a quelques semaines. Ouais. Voilà, comme quoi c'était une arnaque absolue. Et ça n'est pas que des mots, c'est qu'il place au sein de l'administration américaine des climato-sceptiques au meilleur des cas, et puis il assèche les financements des agences environnementales, de la NOAA qui elle doit s'occuper d'essayer de voir les changements climatiques et les dangers avec les ouragans et je ne sais quoi. Bref, le vrai pilonnage institutionnel, politique, administratif et qui a un impact avec le désengagement international de toutes les organisations internationales du côté des États-Unis qui sont le premier financier de ces organisations internationales. Eh bien, la première cause, disons, de cet effondrement de l'action qu'on pourrait avoir sérieuse sur ce changement climatique, c'est les États-Unis qui en sont responsables. Oui. Non, je pense que pour comprendre le paradoxe que tu soulignais entre un consensus scientifique en faveur du changement climatique, du constat qu'il y a bien un changement climatique, une opinion publique mondiale qui partage ce constat très majoritairement, et ces discours très disruptifs, climato-dénialistes, complotistes, rassuristes, sceptiques, je pense que ça vient de l'efficace propre des théories du complot, c'est-à-dire que les théories du complot, pour capter l'attention, elles nous parlent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, elles nous parlent des anomalies, elles nous parlent de... Voilà, et que précisément, ceux qui achètent des bouquins sur les vaccins, ceux qui s'inquiètent des vaccins, ceux qui achètent des bouquins sur le climat, les gens qui disent, voilà, mais ce consensus me paraît un peu suspect, etc. Donc ça profite à plein de ça. C'est pour ça aussi qu'une émission comme la nôtre, où on essaie de parler modestement des faits, de la raison, de la logique, et on est assez prudent. En général, on dit jusqu'à preuve du contraire, la théorie du complot n'est pas vérifiée. C'est évidemment beaucoup moins propre à capter l'attention du public que des contenus complotistes et extrêmement sensationnalistes, quoi. Voilà. Je note quelque chose qui n'est pas scientifiquement prouvé, mais encore que je crois qu'il y a dû avoir des études ou peut-être des sondages un peu là-dessus, mais sur le fait que pour ce que moi je constate, pour ce que je vois en ligne, notamment sur X, lorsque je regarde systématiquement, mais vraiment systématiquement, les comptes qui interagissent avec moi et qui viennent par exemple me taquiner lorsque je relaye ou je dénonce des théories complotistes autour du climat et des chemtrails par exemple, assez systématiquement, vraiment assez systématiquement, je vois bien que leur empreinte n'est pas monothématique sur le complotisme. C'est que ça n'est jamais que la question du climat qui les habite. C'est évidemment un pack général. Un pack global. Ouais. C'est un pack global qui va évidemment, c'est pas évident, mais qui va souvent de soutien au narratif pro-russe, qui va évidemment taper sur le Covid, toujours, les vaccins, le vaccin ARN, etc. La pandémie. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça s'insère dans un logiciel général. Je pense qu'on ne peut pas, il y a très très peu de chances qu'on ne soit que climato-complotiste. Si franchement on croit aux chemtrails, je crois qu'on a un logiciel qui est totalement perméable à toutes les autres grosses et qui sont quand même une forte tonalité politique pour moi, parce qu'ils sont souvent plutôt à l'extrême droite. Il y a une autre tonalité qui est très forte, c'est l'agressivité. C'est-à-dire qu'on a affaire à des comptes, alors très souvent on dit ils ont d'extrême droite, l'extrême droite, ce qui est vrai, c'est observable, mais l'agressivité, j'avais reçu l'année dernière Serge Zaka qui fait un travail de pédagogie et vraiment très précieux sur X en particulier, pour faire ce travail de pédagogie. Vraiment scientifique, il reçoit de l'ordre de 10 000 messages de haine par semaine. Il a reçu cet été une menace de mort assez caractérisée que je vais lire ici. Si tu veux vivre, arrête de parler du changement climatique. Au moins c'est assez clair. Et ce qu'il nous dit, c'est que c'est du racisme, du harcèlement, des menaces, incitation au suicide ou au viol, voilà, quotidiennement. Alors nous aussi, quotidiennement, on porte un peu notre croix de ce point de vue. Mais voilà, il faut dire que prendre la parole, être courageux
parce qu'il faut avoir du courage pour intervenir sur les réseaux sociaux dans ce contexte-là, mais juste pour porter une parole qui est scientifique, il n'insulte personne, et ça lui vaut d'être menacé de mort, quoi. Et ces menaces, il les a reçues suite à un travail qu'il avait fait sur les cartes météo, où il y avait une théorie du complot qui était en train d'émerger, sur lesquelles finalement il disait ces cartes sont beaucoup trop rouges, c'est pour faire peur aux gens, c'est pour ainsi de suite. Et en fait, Serge Laka avait expliqué qu'en fait c'était pas exactement ça, c'était un rapport d'écart de température saisonnière, et c'est suite à ces cartes-là et à ce travail pédagogique qu'il a fait sur ces cartes-là qu'il a reçu ces menaces de mort dont tu parles. Voilà. Bon, voilà. Oui, il y en a plusieurs autres d'ailleurs. Il y a plein de professionnels, de météorologues, de spécialistes du climat qui se font effectivement harceler. Et je crois qu'il y a une raison à ça. C'est que je crois qu'il y a une particularité de cette complosphère autour de cette thématique-là qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres sujets. Ça serait quoi cette particularité du coup ? C'est d'abord, première chose, c'est global. Donc ça va taper quand même dans l'imaginaire il y a un complot global. Donc c'est pas un petit complot où on nous mentirait sur quelque chose de circonstancié, un mensonge sur tel ou tel événement localisé. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme et donc dont l'indignation doit être à la hauteur du scandale. Et puis en plus on le comprend pas très bien, quoi. Il y a des problématiques qu'on comprend pas très bien dans le réchauffement climatique. Oui, alors pour ce qui est de la complosphère, je crois qu'ils se posent pas trop la question. C'est vrai. Pour eux, il y a clairement ils se posent pas la question. Et c'est pour ça qu'ils recherchent une explication simple. C'est ça que je voulais dire. Alors, mais pour il y a une en logique. 2025, pour pas comprendre le sujet, il faut vraiment le vouloir. C'est-à-dire qu'on a tous les moyens de comprendre le sujet. Il suffit d'une connexion internet, quoi. Et je pense qu'il y a aussi un continuum. C'est que encore une fois, les choses se cumulent plutôt que s'enchaînent. Pour les personnes qui pensent qu'on nous ment sur le climat, avec cet horizon politique d'une mise en place d'une dictature, d'une pression qui va être mise sur la société pour nous soumettre quelque part. C'est quelque chose de violent, de fort, mais qui vient s'ajouter évidemment à des épisodes précédents, tout aussi fantasmés, évidemment avec le Covid. Bien sûr. Et Covid et climat, pour moi, sont un peu de la même famille. Si on devait faire des familles de théories conspi, celles-là sont assez proches l'une de l'autre parce qu'elles sont une fois globales, totales, invisibles. C'est pas quelque chose qu'on voit, enfin forcément, si il y a des tsunamis, etc., machin, mais en gros il y a impalpable, une sensation que c'est un peu tout autour de nous. Elles sont existentielles, ce qui n'est pas le cas d'autres théories complotistes. Il y a des théories complotistes, on nous ment sur tel ou truc, mais c'est pas quelque chose d'existentiel. On n'est pas tous directement concernés. Moi, ma famille, mes proches, comme pour les vaccins ou le climat, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qui est une sorte d'une pression des globalistes qui veulent imposer un système sur nous. Donc même si on ne croit pas, on croit à un système globaliste qui va nous imposer, nous mettre dans une dictature. Bref, on a quand même, par nature, donc une formule, si on veut, de théorie complotiste qui est particulière et qui peut-être effectivement susciter plus de violence irrationnelle parce qu'on y voit quelque chose d'existentiel et de total. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres théories complotistes. Ça expliquerait peut-être cette virulence folle et exagérée de ceux qui portent ces récits-là et qui ciblent, qui pointent du doigt et qui agressent et qui menacent de mort des acteurs qui s'intéressent au climat ou qui cherchent à informer tout simplement. Make Antisemitism Great Again, ça pourrait peut-être être le nouveau slogan du mouvement MAGA, si on en croit les déclarations notamment de J. Evans le 29 octobre dernier dans un mouvement, un événement Turning Point à l'université du Mississippi. Il était interrogé par un étudiant et il a déclaré la chose suivante: quand les gens disent qu'Israël manipule ou contrôle d'une manière ou d'une autre le président des États-Unis, il ne manipule ni ne contrôle ce président des États-Unis, manière de sous-entendre que les prédécesseurs de Donald Trump, Joe Biden, Obama et autres, étaient manipulés par Israël. Finalement, cette phrase de J. Evans donne un peu le là de ce qui fracture aujourd'hui le mouvement MAGA, cette fracture autour d'Israël, de l'antisémitisme. Est-ce que tu peux nous en parler, Rudy ? Oui, en plus, ce qui est terrible, c'est que J. Evans, il est plutôt dans le camp des non-antisémites. Des non-antisémites, exactement. Il est du côté de Trump, etc. Oui, en fait, il est très clair que l'administration Trump 2, c'est-à-dire depuis le début de l'année 2025, et depuis vraiment l'affirmation vraiment j'ai envie de dire, le second Trumpisme, c'est peut-être le vrai Trumpisme. C'est-à-dire qu'il n'avait pas tant les coups des franches que ça lors de son premier mandat. Là, on peut dire qu'il a tous les leviers d'action. On en a parlé plusieurs fois, ça fera bientôt 1 an qu'il est au pouvoir, Donald Trump, et en tout cas, ça fait 1 an
Qu'il a été réélu. Ce mois-ci, qu'il a été élu. Voilà. Oui, il y a eu plusieurs moments. Ouais. D'abord, sur l'affaire Jeffrey Epstein, on a déjà parlé ici, où il y a eu une fracture du mouvement MAGA, de ses partisans, avec ceux qui disent « mais alors, où sont les preuves, le dossier déclassifié qui montre que l'élite était compromise dans des orgies pédocriminelles avec Jeffrey Epstein ?» Or, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas ça n'existe pas. Et Trump a dit, bon, maintenant, il faut passer à autre chose. Donc là, il s'est aliéné une partie de sa base, très clairement, avec l'idée que derrière, Epstein était un agent du Mossad, des Israéliens, etc. Deuxième moment de fracture, l'épisode de la frappe américaine sur les installations nucléaires iraniennes, où là encore, on a eu la branche isolationniste, America First, traditionnellement aussi antisémite, qui dit mais que va faire l'Amérique là-dedans ? Il faut pas s'en mêler, il faut laisser Israël. D'ailleurs, il faut changer d'alliance au Moyen-Orient, il faut arrêter de soutenir Israël, etc. Et puis, troisième grand moment, l'assassinat de Charlie Kirk, avec là aussi des figures du mouvement MAGA, Tucker Carlson, Candace Owens, qui nous expliquent qu'en fait, il était assassiné par Israël, parce que Charlie Kirk était assez pro-israélien, il s'apprêtait soi-disant à changer d'avis et à dénoncer Israël. Bon. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quelques jours, on a, fin octobre, Tucker Carlson, dont on a parlé il y a un instant, qui a reçu dans son émission Nick Fuentes. Mais Nick Fuentes, c'est pas juste un MAGA, c'est un néo-nazi. Négationniste, antisémite au dernier degré, qui a tenu des propos de cet ordre dans cette émission pendant plus de 2 heures. C'est quelqu'un qui a dîné, d'ailleurs, avec Donald Trump et Kanye West. En 2022, Trump était plus président à ce moment-là, c'était Joe Biden à Washington, mais à Mar-a-Lago, donc la résidence floridienne de Donald Trump. Donald Trump, après coup, a dit « mais je ne savais pas qui c'était ». C'est un nationaliste blanc, Fuentes. Alors, on est en 2025 et il a que 27 ans, il est tout jeune, Fuentes. Mais Fuentes, il est à la tête des Groypers. C'est une allusion à un mème très fameux dans l'alt-right. Les Groypers, c'est des groupies d'Adolf Hitler. Hein. C'est très, très clair. Hein. Le mot néo-nazi n'est pas usurpé du tout. Donc voilà. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a quand même des gens au sein du mouvement MAGA, un Trumpiste comme Ted Cruz par exemple, qui dit il y a un niveau d'antisémitisme là qu'on n'a jamais vu au sein du Parti républicain. C'est préoccupant pour l'avenir. Voilà, donc il y a une vraie fracture sur cette question-là, pas seulement sur la question d'Israël. Sur la question des Juifs. Voilà où on en est. Est-ce que le Parti républicain et les supporters de Trump vont maintenir cette mouvance-là sous le boisseau, ou est-ce que c'est cette mouvance qui finira par l'emporter ? L'avenir le dira. Tristan, sur ce point, est-ce que tu l'avais vu venir finalement cette fracture au sein des Groypers et au sein de MAGA? Oui, alors c'est pas au sein des Groypers, parce que les Groypers c'est un bloc très, très homogène. Hein. Mais cette fracture-là, oui, il y avait quand même des signaux, il y avait quand même des choses, des épisodes que Rudy déjà a mentionné, qui montraient qu'il y avait déjà une base qui avait du mal à se positionner sur certaines thématiques. Epstein, c'était vraiment un épisode, et cette scission qu'il y a eu autour de l'affaire Epstein, ce sont les mêmes. Qu'on retrouve aujourd'hui en train de se briser sur la question d'Israël et de l'antisémitisme. C'est la même fracture. C'est les mêmes personnes, si vous voulez, les mêmes influenceurs qu'on trouve de part et d'autre. Il y a certains qui parlent de guerre civile MAGA. Ça va le Washington Post et d'autres médias. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi d'autres. Il y a Glenn Beck, je crois, qui aussi a parlé de potentielle guerre civile en interne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de travailler la base MAGA. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'observer il y a une sorte de centre de gravité qui se cherche clairement. Alors évidemment, tout le monde attend. Trump va être probablement acculé à un moment ou à un autre à essayer de se positionner sur cette thématique. Il a réussi à ne pas le faire sur la séquence Epstein. Est-ce qu'il va pouvoir retenir sa parole pour ne pas trancher et essayer de capitaliser sur les deux côtés et de garder les deux côtés de cette mouvance? Ça va être complexe. Parce que là, pour le coup, on a vraiment des têtes des gros influenceurs, mais très, 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 très puissants au sein de la magasphère qui sont en train de se mettre sur la figure. Avec un exemple, juste. Donc là, on a la frange, disons, la plus énervée, jeune,
qui n'est probablement pas majoritaire au sein du mouvement MAGA, qui est effectivement cette partie alors Netanyahou, anti-Israël, est plutôt perméable à l'antisémitisme. Ouais. Donc là, on a effectivement du Tucker Carlson, on a Nick Fuentes, évidemment, mais on a eu le président de la Heritage Foundation, qui est vraiment une institution, un think tank de la droite conservatrice américaine et du Parti républicain, le président qui a soutenu Tucker Carlson pendant un temps. Après, il a l'air de flotter un peu là-dessus, mais on voit bien que toute la base, même la base la plus traditionnelle du soutien MAGA est traversée par cette polémique. Et peut-être encore un exemple pour montrer un peu à quel point ces clashs vraiment sont viraux et opposent des influenceurs notables de cet espace, de cette magasphère. On a par exemple Laura Loomer et Taylor Greene qui n'arrêtent pas de se mettre sur la figure sur d'autres sujets aussi, mais particulièrement là-dessus. Et là, on a quand même deux fidèles de la magasphère et de Donald Trump qui sont en train de s'affronter. Franchement, je vois pas comment on pourra jamais apaiser, disons, ce clash qui est en train de se mettre en place. Dernière chose, ce qui est assez... C'est bon, un pas de côté. Mais il y a un nombre incroyable d'influenceurs qui sont en train de faire leur lait d'audience sur cette séquence. Et je fais un parallèle qui est un peu audacieux, mais pour moi, il y a un clash de rappeurs. Ils sont tous en train de prendre position, de faire des vidéos sur le clash précédent en réagissant à la réponse qu'a pu faire, par exemple, Shapiro a répondu à cette séquence de Tucker Carlson, et donc les gens vont commencer à gloser sur la réponse de Ben Shapiro, et donc ils vont vouloir aussi s'inviter les uns les autres. Là, franchement, ça n'arrête pas. Il y a un flux continu d'émissions où les gens se positionnent. Candace Owens n'arrête pas de revenir là-dessus, d'essayer de ressortir des archives d'elle et de Charlie Kirk pour essayer de justifier, pour rajouter une pièce dans la machine. C'est infernal. Je ne vois pas comment Trump ne va pas être, à un moment donné, acculé à répondre, parce que les journalistes vont, à un moment ou à un autre, probablement le questionner là-dessus. Bon, Trump est un grand spécialiste. D'autant plus que J.D. Vance a dit cette phrase-là et qui semble choisir un camp, quelque part. Et oui, mais sauf que, évidemment, là, le problème avec ce moment-là, c'est que choisir son camp, c'est s'aliéner l'autre moitié. Et là, que pèsent ces deux moitiés? C'est un risque politique. On est à l'aube des midterms qui vont arriver très bientôt. Le mois de novembre prochain. Il faut quand même pouvoir arriver de façon, disons, coordonnée pour arriver à passer un message de force et de puissance politique. Ça ne peut pas être le cas si la moitié de sa base est en train de se mettre dessus sur ces questions-là. Et ce qui est dingue, c'est qu'il fait presque office de modéré, Trump, dans cette histoire. Mais tu as raison, Laura Loomer, pro-israélienne, anti-musulmane, c'est très clair, et c'est vraiment le négatif de Marjorie Taylor Greene, qui, elle, est plutôt sur une ligne pro-russe, donc aussi... c'est pas dit comme ça, mais plutôt pro-iranienne, anti-israélienne, antisémite aussi, et étonnamment, elle a fait marche arrière sur QAnon. Elle a expliqué qu'elle avait été intoxiquée à l'époque. On l'avait, avant d'être élue, elle avait relayé sur les réseaux sociaux des thèses QAnon. Et elle a dit, bon, j'ai été intoxiquée par ce truc-là. Donc c'est une sorte de recentrage de Marjorie Taylor Greene assez... Oui, j'y mettrai un bémol. Oui, non mais d'accord. Il faut le dire. C'est intéressant parce qu'il y en a pas mal qui ont fait un peu un pas en arrière, même s'il y a une sorte de revival aussi. Il y a encore un revival des QAnon. Mais ce pas en arrière est quand même assez intéressant parce qu'il y en a certains qui effectivement ont mis un petit pas en arrière pour s'éloigner, disons, de la toxicité, effectivement, ou du caractère un peu caricatural, de la mouvance un peu QAnon, mais tout en gardant la substance. Oui. C'est très facile de dire je ne suis pas QAnon, mais tout en gardant évidemment les récits mythologiques poussés par la QAnon sphère. Tu parles de récits mythologiques, ça fait une transition avec les pardons trumpiens qui ont eu lieu récemment par rapport aux émeutes du 6 janvier 2021. Donald Trump a gracié Rudy Giuliani, Sidney Powell, Mark Meadows et d'autres.
Comment vous analysez ces pardons? Est-ce que finalement c'est la conspicratie, ce terme que David Colomb a forgé chez nous, en acte, c'est-à-dire qu'il écrit une nouvelle histoire et une nouvelle réalité, ou est-ce que finalement c'est juste j'ai pardonné mes copains et j'ai gracié mes copains? Je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, comme il a amnistié des gens qui avaient été condamnés pour être montés à l'assaut du Capitole le 6 janvier. Mais là c'est intéressant parce que Sidney Powell, par exemple, cette avocate qui avait quand même été inculpée de plusieurs chefs d'accusation, dont plusieurs de complots, c'est quand même intéressant. Elle avait admis quand même, elle avait plaidé coupable, d'une part, et puis elle avait admis avoir menti lorsqu'elle avait déclaré quelques jours après l'élection présidentielle de 2020, où Joe Biden était sorti vainqueur, résultat annoncé d'ailleurs par Fox News. Bon, elle avait déclaré à la télévision que le président Trump a remporté cette élection haut la main, que les fraudes avaient été massives, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de voix, et elle imputait un complot de la Silicon Valley, des fameuses machines électroniques à voter Dominion, et Smartmatic, oui. Exactement, et un complot international aussi impliquant le Venezuela, la Chine et Cuba. Venezuela, Cuba et la Chine. Donc, elle a menti. Elle a dit qu'elle avait menti, elle plaidait coupable. Elle a été condamnée pour ça, et à la fin, elle est amnistiée. Voilà, c'est... Comment t'analyses, toi, ce moment-là de Trump qui gracie ces personnages-là du 6 janvier 2021 ? C'est une sorte de réhabilitation jusqu'à la fin du fameux Big Lie. C'est-à-dire effectivement, c'est une sorte d'intronisation, ou non, de confirmation de ce mythe fondateur. Donc c'est-à-dire que le Big Lie devient la réalité, quoi. C'est ça que tu veux dire? Oui, clairement. En tout cas, il est en train de sauver tous les soldats qui ont porté ce discours-là. Et c'est effectivement assez inquiétant pour la suite. Parce qu'en gros, c'est ce complotisme électoral qui est réhabilité à travers ça, clairement. Voilà, en gros, on nous a menti. Il a d'ailleurs jamais reconnu avoir perdu en 2020. Et évidemment, quel signal ça envoie pour les midterms qui arrivent en 2026 et évidemment pour 2028. On ne sait pas très bien s'il fera un fameux troisième mandat ou pas. Il faut revenir quand même autour du 6 janvier sur cette affaire il y a quelques semaines où le directeur du FBI, Kash Patel, a dit contre Trump, en fait, Trump disant, en fait, il y avait des agents du FBI infiltrés dans les manifestants du 6 janvier. Kash Patel n'a pas pu le contredire frontalement, mais en même temps, il a dit ce qui était vrai, c'est-à-dire que après le déclenchement des émeutes, il y a eu des agents du FBI qui ont été appelés et qui sont arrivés sur place. Mais en revanche, il y avait 0 agent infiltré, ça c'était déjà dit clairement dans un rapport, et ça n'est pas contesté, et ça n'a pas empêché Trump de dire le contraire sur ses réseaux sociaux. C'est faux, c'est un nouveau mensonge, mais avec l'idée que ça aurait été le FBI de l'État profond, parce que il faut rappeler que le 6 janvier 2021, le président des États-Unis, c'est Donald Trump. Donc l'idée c'est que l'État profond aurait infiltré le FBI, qui lui-même aurait infiltré les manifestations évidemment pacifiques du Capitole le 6 janvier pour faire dégénérer les choses. Non, les choses ont dégénéré parce que Trump a assez clairement appelé à aller faire interférence avec le processus démocratique, et parce qu'il y avait des gens qui ont quand même dressé une potence devant le Capitole et qui étaient très très énervés, très excités, et qui ont défoncé les portes du Capitole. C'est ça la réalité. Avec des morts à la clé quand même. Ouais, ce qui est terrible évidemment, c'est qu'il est en train d'asseoir ce récit conspi avec la puissance de l'appareil d'État américain aujourd'hui. C'est la fameuse conspicratie. Avec la justice d'un côté, mais surtout avec le pouvoir présidentiel qu'il a effectivement de gracier. Et ça, c'est fou, parce qu'évidemment, là, il a, comment dirais-je, il solanise un récit fou, révisionniste, un récit révisionniste, mais encore une fois avec la puissance et la solennité de l'appareil de l'État. Et ça c'est grave, évidemment, parce qu'évidemment une fois que les gens sont décondamnés, ou pardonnés, évidemment symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'était pas coupable, aux yeux, en tout cas, d'une partie de l'opinion publique ou de sa base. De sa base, en tout cas. Mais ça veut dire que la justice, la puissance de la justice qui était indépendante, est surpassé par, encore une fois, cette volonté de réécrire l'histoire avec ce pouvoir tout-puissant de la présidence
contre le système judiciaire. Alors, vas-y, Rudy, Non, ça monte pas de la BBC. Ah ben, c'est ce que je pense que tu voulais faire, vas-y. Alors justement, il y a eu un scandale qui a comment dire, secoué la BBC ces derniers jours avec le directeur général Tim Davie et la directrice de l'info Deborah Turness qui ont dû quitter leur fonction parce qu'un épisode de Panorama, qui est une émission d'enquête de la BBC, a fait un montage du fameux speech de Donald Trump le 6 janvier 2021. Et donc ils ont accolé deux morceaux du discours qui accréditeraient l'idée que Trump a demandé à ses partisans d'aller manifester en janvier 2021. Alors comment vous regardez cette histoire? Et puis surtout, est-ce que finalement cette attaque contre la BBC est aussi un moyen de remettre en question l'audiovisuel public de manière globale et de la part des conservateurs? Bah voilà, tu l'as dit, hein, les conservateurs un peu partout, ils cherchent effectivement à remettre en cause l'audiovisuel public, qui souvent est un audiovisuel de qualité. C'est le cas à la BBC. Dire que c'est un audiovisuel de qualité, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de la critique. Il peut y avoir des critiques légitimes, il peut y avoir effectivement des erreurs, voire des biais, évidemment. Les deux extraits dont on parle, ils sont espacés de plus de 3/4 d'heure. La question, c'est est-ce qu'ils dénaturent ce que dit Trump, bien sûr, le propos de Trump ou pas. Voilà. Toi, je crois que tu as vu, Tristan, les deux, tu as repris les choses à la racine. Le deuxième extrait ne dénature pas, c'est ça le propos général? Le propos général, évidemment. Alors, il y a une faute claire. D'ailleurs, bon, ça, c'est quand même, il y a eu une démission, on ne fait pas une démission pour rien. Donc, il y a quand même une démission parce qu'il y a eu une faute, c'est qu'il y a eu un montage qui n'est pas explicite. Qui n'a pas été précisé dans le... Qui n'est pas signalé. Qui n'est non seulement pas signalé, mais avec une image intermédiaire pour faire le fameux montage. Donc, on ne sait pas qu'en fait, c'est deux passages vraiment différents. Si on le regarde de bonne foi, on peut croire qu'effectivement, c'est la même séquence. Donc, ça, c'est une faute. C'est une déontologique. C'est une faute déontologique. On ne doit pas faire un montage comme ça aussi, en cachant ou en maquillant ou en mettant quelque chose qui fait qu'on ne voit pas que c'est vraiment deux séquences, c'est un vrai montage. Voilà. Donc ça, c'est une faute et c'est légitime qu'on se pose effectivement la question. Maintenant, est-ce que ça dénature le fond du message? Moi, j'ai beaucoup de réserves là-dessus. Les deux extraits disent en gros ce que Trump a dit. En gros, il a appelé à aller au Capitole. Et le résultat, la preuve en est. La preuve en est, c'est que les gens sont allés au Capitole. Des gens sont allés au Capitole, effectivement. Donc, bon, tout le sens, la pulsion de cette intervention publique était d'attiser l'excitation de la foule pour aller se plaindre au meilleur des cas ou aller sur le Capitole pour arrêter ce vol électoral. En gros, c'était ça le message de son discours. Bien sûr. Bon, alors, personnellement, je ne pense pas que ça dénaturait le fond de la tonalité et de l'orientation du speech général de Trump. Encore une fois, sachant que ça faisait 2 mois qu'il répétait tous les jours, lui et ses partisans, qu'il avait gagné. Hein. Bah oui, et que même avant l'élection, il disait qu'on allait lui voler l'élection. En plus. Et qu'ils aient pression pour faire dérailler aussi le scrutin quand même. Hein. Donc là-dessus, oui, il y a une faute de la BBC et donc il faut l'admettre. Voilà, il n'y a pas photo là-dessus, c'est une faute. Bien sûr. Et ce que personnellement je trouve notable, c'est que ce service public fasse amende honorable. Et aille de façon assez proactive, de démissionner le directeur général plus la directrice de l'info, plus de l'information, c'est significatif comme conséquence, je trouve quand même assez bon, en tout cas c'est très significatif comme conséquence, plus des communications nombreuses et publiques, même encore hier la BBC, des journalistes de la BBC faisaient des reportages là-dessus de façon très froide en disant oui voilà ce passage était trompeur ou en tout cas c'était une faute d'avoir présenté ça comme ça donnait peut-être une mauvaise lecture de ce que lui avait dit. Si on est dans l'intégrité pure de ses propos, oui il y avait 2 passages qui n'étaient pas forcément liés l'un avec l'autre, donc il y a quand même amende honorable, une réaction. Ce que je veux dire par là, c'est que un média qui commet une faute, qui en tire des conséquences, qui décide lui-même de s'aborder sa présidence, et qui dit oui, on s'est trompé là-dessus, on a fait une erreur, on a commis une faute, mais à culpa, c'est quand même autre chose que la myriade
de médias alternatifs qu'on suit depuis des années, qui sont des tuyaux, des tuyauteries à désinformation, théorie conspi, qui pour 99,99% d'entre elles ne font jamais amende honorable. Et dans 100% des cas, ils ne démissionnent pas. Et reconnaissent jamais leurs erreurs en plus. Jamais de la vie. Ou alors vraiment de façon exceptionnelle. Ça peut arriver, mais c'est vraiment exceptionnel. Pour faire reconnaître une erreur, Alex Jones, par exemple, il faut une condamnation à 1 milliard, presque 1,5 milliard de dollars. Et encore, même aujourd'hui, il mettra une sorte de nuage de flou autour de ça, en expliquant que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il avait dit. Je note aussi que, pour l'instant, c'est tout le monde attaque la BBC, évidemment avec cette idée d'attaquer le service public. Ça provient beaucoup de l'extrême droite. Donc il y a Trump qui évidemment lui a dit qu'il allait faire une action à 1 milliard de dollars. Trump qui en termes de désinformation, franchement, il n'a pas beaucoup reconnu ses erreurs. Oui, ça fait quand même assez mal de voir un Trump attaquer un média pour désinformation quand on est soi-même le pape de la désinformation. Je crois qu'il y avait le Washington Post, j'ai relayé ça il y a quelques jours, Washington Post qui avait quand même relevé sur le mandat 1 plus de 30 000 fausses informations comptabilisées. Bon, bref, il y a vraiment la paille, la poutre là-dessus. On est vraiment sur des. Mais dernière chose aussi notable, c'est que 20 par jour, ça fait 20 par jour. Et puis ce qu'on a aussi, c'est que on a la Russie qui évidemment n'a pas manqué de surfer là-dessus avec la fameuse ambassade russe de Londres. Ça faisait longtemps que tu nous en avais pas parlé. Parce que ce compte Twitter est vraiment le compte trollesque de la Russie, et qui s'est jeté là-dessus en disant mais c'est scandaleux que la BBC relaye de la désinformation aussi partisane, etc. Évidemment provenant de la Russie et de la diplomatie russe. Franchement, quelque chose de croquignolé. Voilà, franchement, ça fait un peu mal. Donc, juste pour dire que là, évidemment, c'est profondément dommageable, et c'est déjà récupéré évidemment par la complosphère, parce que c'est ce qui nous intéresse, la complosphère qui va nous ressortir cet épisode ad nauseam pour jeter l'opprobre sur les médias entre guillemets mainstream, pris en faute avec. Il y a des cas évidemment. Encore une fois, ils font un mode honorable, ils acceptent, ils en payent parfois le prix. Bref, ils ont une déontologie qui fait que quand on se trompe, oui, ça fait partie du métier et on se corrige. Quoi qu'il en soit, ça va être un épisode qui va être ressorti, comme d'autres épisodes qui touchent la France, si on peut dire un ou deux mots, des cas aussi en France qui concernent le service public. On a récemment, donc Radio France a publié un graphique de résultats de sondages électoraux pour 2027, dans lequel Marine Tondelier, qui faisait 5,5%, était dans un graphique très bas, très petit, et Xavier Bertrand, je crois, qui était le candidat LR, faisait 5,5% aussi, mais était très, très, très élevé pour le coup. On avait c'est pas le seul problème. C'était n'importe quoi. Enfin, donc voilà, il y avait les bars n'avaient aucun sens. Tout un tas d'erreurs dans ce truc, et donc Radio France, France Info a fait amende honorable aussi. Et il y a aussi cet épisode sur France Inter d'Alix Bouillaguet qui interrogeait un leader de la France Insoumise c'était Emmanuel Bompard, autour de Zoran Mamdani, nouveau maire de New York, et qui lui expliquait que Mamdani n'avait jamais condamné les attentats du 7 octobre, ce qu'il a fait. Et donc, il les a condamnés en tant que crime de guerre, c'est-à-dire ce qu'a fait LFI. Ce qu'a fait LFI. Et LFI refusant de parler d'actes terroristes. Bien sûr. D'accord. Et Mamdani, il est un peu sur cette ligne-là aussi, en fait. Et alors, en tout cas, juste sur pour ces deux éléments, que ce soit France Info ou Radio France, ou France Télé, d'ailleurs aussi, et il y a tout ça. Oui, je trouve que c'est l'émission du dimanche de partenariat entre France Télé et France Inter. Alors, je note qu'il y a un parallélisme avec la BBC, une erreur, peut-être une faute. Ça peut être une faute, on peut qualifier ça de faute, si encore une fois le curseur on le place où on le veut, mais une réaction de la part de ces institutions, de ces services publics, de l'information, qui est de dire oui, on a commis une erreur, et de ne pas passer ça sous silence. Donc ils ont communiqué là-dessus dans les deux cas. Alors après, les conséquences ici ne sont pas les mêmes que pour la BBC, mais on a quand même une déontologie minimale qui est on a commis une erreur, on l'admet. On l'admet, on la cache pas, on ne cherche pas à tortiller, à essayer de mettre un fumigène par-dessus, on l'accepte et on l'assume. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Mais reste que ces épisodes-là sont évidemment délétères. J'insiste sur le fait qu'ils sont rares, en général, pour les institutions. Pour le service public de l'information en France est relativement
correcte. Il y a des erreurs, il y a évidemment des erreurs, comme toute entreprise humaine. Il y a des erreurs qui sont commises, mais elles sont quand même très marginales, ultra marginales, et ces exemples-là vont devenir des étendards, encore une fois, ad nauseam, utilisés par la complosphère et l'extrême droite bien sûr, mais la complosphère particulièrement, pour décrédibiliser, évidemment, toute l'institution informationnelle, libre et sérieuse, et qui respecte un minimum de déontologie informationnelle. C'est un grand classique, on a eu ça avec la fameuse fiole de Colin Powell. Colin Powell pour l'Irak, qui est évidemment un épisode absolument scandaleux. Février 2003, avant l'invasion américaine de l'Irak, en disant c'est la preuve que Saddam Hussein développe des armes de destruction massive. Et évidemment que c'était dénonçable et que c'était un épisode absolument honteux de l'histoire américaine sur ce positionnement-là, bien sûr. Mais utiliser ça pour systématiquement nourrir, alimenter le feu de la suspicion conspi sur tout, c'est évidemment un mode opératoire qui est très efficace parce qu'à chaque fois on s'appuie sur quelque chose qui est légitime, qui est tangible, mais qui sert de catapulte ou qui sert de marche pour attaquer d'autres d'autres politiques ou de fantasmer, par exemple pour Powell, évidemment un sort de complot global, mondial des élites et de l'État profond. En fait, l'argument, c'est qu'on c'est-à-dire s'ils ont menti là-dessus, ils ont pu mentir aussi sur le reste et sur tout le reste. Bon, mais pardon, mais les médias alternatifs, complotistes, ils mentent tout le temps. Donc, on a de bonnes raisons de ne pas les croire et de s'en méfier. A priori, on a plus de raisons de se méfier, de se défier de ce qui sort de ces médias complotistes que de ce qui sort des médias dits mainstream, même si on doit toujours être vigilant, on doit toujours être critique. Mais je crois que c'est vraiment propre à la matrice conspi. C'est vraiment l'exemple pour le tout. C'est le cas pour le tout. Pareil pour les vaccins, pour l'ARN, pour tout ce qu'on veut, ils vont toujours prendre un cas qui peut-être est crédible et en tirer une lecture globale. Et c'est un mode opératoire, c'est un logiciel de représentation. Cet exemple-là vaut le tout. Bon, évidemment, ça donne des disproportions folles et des disproportions qui sont folles sur le terrain moral et éthique, parce qu'elles mésestiment en termes de responsabilité le rôle, par exemple, encore une fois, du service public par rapport aux médias de désinformation alternatifs. Évidemment, il n'y a pas photo. S'il y en a un qui est délétère pour l'écosystème d'information, c'est pas le service public, même s'il y a des cas de dérapage qui sont parfaitement légitimes. Donc on est dans ce moment-là, et c'est désolant. Évidemment, les médias, notamment du service public, sont tenus à une exemplarité extrêmement élevée, parce qu'on sait que chaque petit épisode comme ça sera pris en étendard pour décrédibiliser le tout, et politiquement, ça aura une traduction, peut-être, parce que si l'extrême droite arrive au pouvoir, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France. Un des premiers sujets du Rassemblement national est la privatisation de l'audiovisuel public. Et c'est le risque. C'est le risque. Alors on va faire sans transition, on va revenir sur l'attentat, tentative d'attentat, l'attaque de l'île d'Oléron, où cet homme a percuté en voiture des passants, faisant plusieurs blessés, en criant Allahu Akbar. Et en fait, Conspiracy Watch s'est penché sur le profil de l'assaillant. Donc Rudy, tu peux nous détailler un peu ce que tu as trouvé, ce que Conspiracy Watch a trouvé sur le profil de l'assaillant, notamment dans son lien avec le complotisme et sur son passage à l'acte. Alors peut-être ce qu'on a trouvé, ce qu'on n'a pas trouvé. Ce qu'on n'a pas trouvé, c'est des références à l'islam ou à l'islam radical. Pas le profil, ou si c'est le cas, il l'a bien dissimulé. C'est pas le profil, a priori, d'un djihadiste. Donc c'est intéressant parce que ce qu'on avait, je trouve que sur la séquence, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a été assez prudent. Il s'est vraiment illustré par une prudence en disant c'est à la justice de caractériser. On verra si le parquet national terroriste se saisit ou pas. Pour l'instant, toujours pas. Et le Allahu Akbar, il intervient de la part de ce monsieur Jean G. Il intervient au moment où il est appréhendé
par les gendarmes. C'est pas le profil d'ailleurs d'un djihadiste ni néoconverti, ni de quelqu'un qui serait issu de l'immigration musulmane, postcoloniale, etc. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a des tatouages, qui a songé, on le sait, à se faire baptiser catholique, avant finalement, assez récemment, d'embrasser l'islam ou le djihadisme, etc. Bon, voilà, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on sait. Il a fait 5 victimes qui sont blessées. Il n'y a pas eu de mort, il a été interpellé. Et alors, sur son Facebook, pour la seule année 2025, des contenus vidéo outrageusement complotistes. Je renvoie ceux que ça intéresse au papier qu'on a fait et qu'on a publié juste après la désactivation de son compte. On a pu aspirer tout ce qu'on a pu, mais ces contenus complotistes, ils sont quand même intéressants parce que c'est vraiment, il y a des chemtrails, il y a de la pédocriminalité sataniste, avec l'idée qu'Emmanuel Macron ferait des orgies pédosatanistes sous la pyramide du Louvre avec les enfants, paraît-il, de Dalida, mais que François Mitterrand aussi participait à des choses de ce genre-là, en torturant des enfants. On a des choses sur Kémy Séba et Nathalie Yamb. On nous explique que ce sont des héros et que c'est la France et les Occidentaux qui arment les djihadistes en Afrique. Donc vraiment, on a tout un ensemble de théories du complot les plus qu'on connaît bien. Voilà. Donc il est difficile de penser que ce motif... Ah oui, l'antivax aussi. Ouais, voilà. Et la théorie du complot monétaire aussi, économie. Bon. Donc il est difficile de penser que ça n'a pas eu un rôle, une place, une fonction dans son processus de radicalisation. Nous, ça ne nous étonne pas parce qu'on sait, et depuis longtemps, et c'est bien documenté, qu'il y a une corrélation entre l'extrémisme politique et le complotisme. Voilà, c'est vraiment presque un cas chimiquement pur. Oui, après, donc c'est la question toujours très complexe parce qu'on n'est pas dans le cœur des psychés, mais c'est évidemment c'est soit le symptôme, soit une catalyse, soit un mélange des deux. Voilà, donc on ne sait pas trop, mais c'est quand même c'est symptomatique. En tout cas, quand on le voit, il n'y a pas de surprise, effectivement, notamment dans le packaging d'ailleurs des croyances. Comme on le disait un petit peu en début d'émission, le climat, les chemtrails, c'est rarement une seule thématique. C'est un pack général. On voit Nathalie Yamb et Kémy Séba. On est sur la propagande pro-russe, encore une fois. On a aussi cet aspect-là, plus évidemment la pédocriminalité qui est centrale aussi, et le Covid ou les santé alternatives. C'est quand même un pack qu'on retrouve assez généralement, où c'est rarement l'un sans. Et j'insiste, ça c'est que pour l'année 2025, mais en fait on a retrouvé des traces, un statut Facebook de 2018, donc quand même il y a 7 ans, où déjà il a un propos assez ouvertement complotiste sur les attentats, en disant avec le fameux comme par hasard, on va nous faire un attentat, voilà. Et Oui, non mais vas-y, finis. Non, voilà, ce que j'avais à dire. Ça nous fait une transition parce que on enregistre cette émission le 12 novembre, on est la veille des 10 ans du 13 novembre, et je crois que tu voulais revenir, Rudy, sur un peu le moment complotiste qu'il y a eu autour du 13 novembre et le revival qu'il y a plus ou moins. Le moment complotiste autour du 13 novembre 2015, c'était déjà un revival du complotisme du début de l'année 2015. Oui, d'accord. Du 7 janvier, et de toute façon, depuis qu'il y a des attentats, en gros djihadistes en Europe, depuis le 11 septembre, de toute façon, et puis ensuite en Europe et en France, ça a vraiment commencé en 2012 avec l'affaire Mera, etc. On a toujours le même modèle, c'est-à-dire c'est un false flag, une opération de faux drapeau, ce sont nos propres services de renseignement ou des services de renseignement étrangers, CIA, Mossad, ça revient systématiquement, qui sont derrière. Donc là, ça a pas loupé, mais ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé le 13 novembre 2015, c'est l'accélération, et vraiment le phénomène de révisionnisme en temps réel. Il y a un biais qu'on appelle le biais d'ancrage. Ça, les complotistes, intuitivement, ils l'ont bien compris. La première info à laquelle on est exposé, elle bénéficie d'une prime mnésique. On la retient mieux, plus facilement, d'accord ? Et donc, il est très important pour eux d'imprimer nos consciences le plus tôt possible par un schéma alternatif, d'accord ? Et c'est précisément ce qui s'est passé le soir du 13 novembre 2015. Il faut songer que l'assaut de la BRI au Bataclan, ça commence vers minuit 20, dans la nuit du 13 au 14. Les premiers tweets complotistes que nous, on a répertoriés, c'est le 13 à 22h35. C'est-à-dire que c'est intéressant. Non seulement c'est
instantané, mais en fait, ça précède même la fin. Enfin, l'événement n'est même pas terminé. L'événement est en cours. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un révisionnisme en temps réel. Et ça, c'était vrai déjà un peu avant, mais avec cette rapidité-là, c'était assez inédit et ça a continué. C'est-à-dire que depuis, à chaque fois qu'il y a un attentat, ça commence immédiatement. Sur l'île d'Oléron, par exemple, là, dès qu'on a eu l'affaire et qu'on a su que le type avait dit Allahu Akbar, immédiatement, sur notamment des comptes évidemment d'extrême droite, on avait on va encore nous dire que ça n'a rien à voir avec, vous allez voir, c'est encore une fois c'est Daesh. En fait non, c'est plus complexe que ça. Donc voilà, là on a eu... En fait ce qui est intéressant, c'est qu'on est 10 ans après. Entre-temps, Salah Abdeslam a été jugé. Il y a eu un procès, oui. Un procès long, 1 million de pages, enfin, et puis surtout un procès très retentissant, qui était très documenté. Il a évidemment avoué, il assume, hein, et il s'est présenté comme combattant de l'État islamique, donc pas du tout comme un pion. Il vient d'ailleurs d'être remis en examen récemment à cause d'une clé USB qui aurait circulé dans Absolument, oui, il y a de la propagande djihadiste pour qu'il puisse la regarder sur son ordinateur. Donc c'est un djihadiste assumé, en fait, Salah Abdeslam, qui regrette pas. Et à l'époque, quand même, parce qu'aujourd'hui, on a le recul. On pouvait dire à l'époque que c'était ridicule, cette thèse du complot. Elle l'était. Mais à l'époque, on n'avait pas 10 ans de recul. Là, on les a. Et d'une certaine manière, le temps, il joue contre la théorie du complot. Ça la rend encore plus compliquée. En 10 ans, quelles sont les preuves qui sont apparues d'une implication de services de renseignement ? Aucune. Tout ce qu'on sait sur cet événement, c'est que c'est bien un attentat djihadiste. C'est-à-dire ce qu'on savait en réalité dès les premiers jours. Ouais, mais comme tu le sais, ces terroristes sont zombies et sont à l'épreuve du temps. Oui, mais quand même, il faut citer ceux qui, à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas dévié. C'est Saïm Laibi, c'est Panamza, c'est Wikistrike, c'est le fils de Pierre Rabhi, Gabriel Rabhi, qui avait donné dans la théorie du complot. C'est RT. On nous dit souvent Russia Today, c'est juste la voix de la Russie. Non, Russia Today, à l'époque, ils expliquaient que Daesh, c'était les USA. Le lendemain matin même des attentats, le samedi 14 ans, je me rappelle assez bien, puis on l'avait documenté. Annie Ramadan, le frère de Tarek Ramadan, qui nous dit que c'est l'axe américano-sioniste. Il nous dit ça à l'époque. Un dernier point, il y avait une rumeur qui avait circulé, on l'avait traité dans un complorama sur le terrorisme avec Tristan, celle selon laquelle, au Bataclan, les djihadistes qui avaient assassiné de manière assez cynique et en riant les spectateurs du concert, se seraient livrés à des actes de torture, avec des choses horribles, des actes de barbarie, de torture. C'est une rumeur qui a circulé, c'est une rumeur fausse. Les rescapés témoignent que ce n'est pas vrai, et c'est quelque chose qui continue à revenir en boucle. Donc si jamais vous la voyez passer, cette rumeur, sachez qu'elle a été débunkée depuis longtemps et qu'elle est fausse. Et ben voilà, c'est la fin de ce numéro des Déconspirateurs, très riche en théories du complot diverses et variées. Cette émission a été réalisée comme à chaque fois par Martin Béraud, et nous on vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut. Allez, ciao.